Alors, chez les auteurs classiques, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le procès administratif est décrit comme disposant de 3 caractères principaux qui permettent de le distinguer du procès civil. Il est écrit, il est inquisitorial et il est secret. On a même le professeur Jacquelin, en 1903, qui évoque le caractère occulte de la procédure devant le Conseil d'État et les conseils de préfecture. Ce qui est surprenant, c'est que si on regarde la doctrine actuelle, chez les auteurs désormais modernes, on ne retrouve plus du tout, quasiment pas, ce caractère secret dans les caractères principaux du procès administratif. Et non, pourquoi? Parce que ce caractère secret a été remplacé par le caractère contradictoire de la procédure. Alors on pourrait dire que tout va bien, l'ombre a fait place à la lumière et que désormais la justice administrative est rendue en toute transparence. Alors évidemment ce n'est pas exact. Pourquoi? Parce que le contradictoire a évidemment des origines assez anciennes dans la jurisprudence administrative, on ne l'a pas découvert ces dernières années, mais surtout on retrouve encore dans le procès administratif ce principe du secret qui est sous-jacent dans de nombreux de ses aspects. Ce qu'on peut observer au premier abord, c'est que le secret du procès administratif s'attache davantage aux règles procédurales qu'aux acteurs du procès administratif. Tout d'abord, ce qui est un petit peu frappant, c'est que le juge administratif lui-même, le magistrat administratif, ne prête pas serment de respecter le secret. Et qui est d'ailleurs le seul juge à ne pas prêter serment. Le magistrat judiciaire prête serment, le magistrat financier, qui est pourtant un juge administratif spécial, prête serment. L'assistant de justice au tribunal administratif est astreint au secret professionnel, c'est dans le code de justice administrative, mais pas le juge lui-même. Alors, l'un des enjeux d'une recherche collective qui serait consacrée à la notion de transparence réside, à mon sens, dans la perception des modalités d'exercice du pouvoir aux yeux des gouvernés. La justice ne fait pas exception à cette exigence contemporaine de transparence qui heurte les usages secrets de son exercice. Comme les autres pouvoirs, la justice administrative, on peut le noter, s'exerce au sein d'un palais. Alors les recoins de son palais ne sont pas tous connus de ses usagers. Alors on sait que l'occupant du palais de l'Élysée a dévoilé, sans doute à tort, certains secrets qu'il aurait mieux valu conserver. Un président ne devrait pas dire ça. Certains secrets de fonctionnement du palais Bourbon et du palais de Luxembourg mériteraient peut-être d'être dévoilés, ils sont souvent critiqués. Et les palais de justice conservent toujours une forme de secret, on pourrait dire même une forme d'ésotérisme. Ésotérisme dans ce sens que ce secret requiert un enseignement qui, pour être compris, malheureusement est réservé à des initiés. Alors le secret de la justice, il engendre une certaine forme de suspicion pour le justiciable. Le justiciable, et la question mérite d'être posée, doit-il pouvoir accéder à toutes les étapes de la construction de la solution que rendra son juge? On se balancera toujours entre cette question du secret et de la transparence. Mais je pense que ça n'a peut-être pas été suffisamment souligné jusqu'à présent, mais le secret et la transparence ne sont pas des antonymes. Le secret s'oppose à la connaissance et la transparence à l'opacité. La transparence du procès administratif constitue donc davantage un droit pour le justiciable de savoir quand et après quelles étapes son affaire sera tranchée, que de déterminer avec précision les modalités selon lesquelles le juge administratif parviendra intellectuellement à une solution précise sur son litige. Alors, le droit à la transparence est donc un droit à la connaissance, un droit à l'information sur le déroulement du procès. Alors le visiteur occasionnel du palais de justice administrative n'appréciera peut-être pas forcément les journées du patrimoine, puisque les commentaires sur son parcours ne seront pas forcément toujours audibles pour lui. Alors si on essaie de filer la métaphore architecturale, le justiciable devra d'abord surmonter l'épreuve du bastion à travers le secret de l'instruction. Il pourra ensuite apercevoir le balcon
grâce à la publicité de l'audience, mais il terminera malheureusement son parcours dans l'antichambre, en raison du secret du délibéré, cette fois-ci. Alors commençons par le bastion, ce secret de l'instruction. Alors ce bastion, si on reprend la définition, c'est un ouvrage de fortification qui fait office de rempart et qui dispose d'une fonction de défense de l'édifice. Le secret de l'instruction, effectivement, est dans le bastion du procès administratif, puisqu'il permet de protéger le juge contre ce gêneur qui est trop souvent le justiciable. Ce secret de l'instruction permet au juge administratif de ne jamais avoir à se justifier sur la manière dont il conduit l'instruction. Qu'est-ce qu'on constate dans le Code de justice administrative? C'est que le juge n'a pas à justifier en cours d'instance pourquoi il ne communique pas un mémoire à l'une des parties, parce qu'il estime que ce mémoire ne comprend pas d'éléments nouveaux. De la même manière, le juge administratif ne justifie pas qu'il prononce ou qu'il ne prononce pas une mise en demeure au défendeur. Le Code prévoit de même que l'ordonnance de clôture ou de réouverture de l'instruction n'est pas motivée et n'est pas susceptible de recours. En réalité, le mutisme du juge administratif laisse souvent les parties et leurs avocats assez démunis face à l'absence d'évolution du procès. Il ne se passe rien, essayez de demander une clôture d'instruction à un juge administratif, dans 90% des cas, vous n'aurez pas de réponse, et dans 10% des cas, on vous dira le moment venu. Plus encore, ce qui est assez critiquable dans le procès administratif, c'est le pouvoir totalement discrétionnaire, il est d'ailleurs qualifié de pouvoir propre, pouvoir discrétionnaire du juge de prononcer une mesure d'instruction. Le juge administratif n'a pas à justifier, et il n'a pas à justifier dans ses décisions, qu'il ne prononce pas une enquête, par exemple, à la demande du justiciable, ou qu'il refuse d'enjoindre à l'administration de communiquer un document qui est utile à la solution du litige. Alors, on peut relever que si le juge administratif est soucieux de sa propre image dans la conduite de l'instruction, il serait sans doute opportun qu'il justifie de son refus de mettre en œuvre les pouvoirs d'instruction qui sont les siens. Alors, on identifie évidemment quelques éléments de transparence dans le procès administratif, et notamment dans l'instruction, mais qui, à mon sens, sont beaucoup trop limités. Alors, vous savez peut-être que lorsque le juge administratif, c'est depuis une réforme de 1992, lorsqu'il notifie un moyen d'ordre public, un moyen qu'il soulève d'office, lorsqu'il soulève d'office ce moyen, il est obligé de le notifier aux parties. Oui, seulement le Conseil d'État a précisé qu'il n'est pas obligé d'expliquer pourquoi, ni exactement qu'est-ce qu'il soulève. Donc c'est bien gentil de nous demander des observations, mais souvent la réponse aux observations tombe à côté puisqu'on ne comprend pas ce que le juge demande. Et malheureusement, ça arrive trop souvent. Le juge administratif s'est doté d'une interface très utile, l'interface Sagas, qui permet aux parties, en rentrant un code, de consulter l'état de la procédure. Alors oui, effectivement, ça permet aux parties de connaître l'état de la procédure, mais ça ne permet absolument pas de connaître le calendrier de procédure, puisqu'il n'existe pas précisément de mise en état dans le procès administratif. Enfin, dernier élément intéressant, l'ancien commissaire du gouvernement, aujourd'hui rapporteur public, doit, avant l'audience, communiquer aux parties le sens général de ses conclusions, ce qui est évidemment très allusif, et comme ces conclusions, selon la jurisprudence classique du Conseil d'État, ne sont pas soumises au contradictoire, eh bien, souvent, on découvre le fin mot de l'histoire à l'audience. Comment préparer utilement l'audience quand on ne sait pas ce qui s'est passé avant et quand on ne sait absolument pas ce qui va être dit à la barre? Venons-en donc à la barre, le balcon, la publicité de l'audience. Alors cette publicité de l'audience, elle n'est pas nouvelle, hein, le principe de la publicité des audiences. Alors c'est dès l'introduction dès la création du tribunal suprême dans l'ordre judiciaire, hein, c'est dès 1791. Ça vient un petit peu plus tard devant le Conseil d'État, c'est 1831, et c'est encore plus tard pour les conseils de préfecture, 1862. Mais ça n'est pas quelque chose de nouveau. On le sait, l'article L6 du Code de justice administrative prévoit que les débats ont lieu en audience publique. C'est la partie visible du procès administratif. Depuis 2004, il existe dans le Code de justice administrative une disposition générale qui permet au juge de prononcer un huis clos. Alors, ce huis clos, il est prononcé si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Là aussi, c'est une compétence discrétionnaire du juge, il n'a pas à justifier qu'il ordonne ou qu'il refuse le huis clos.
Alors, si on regarde de plus près la jurisprudence du Conseil d'État, j'avais écrit un article il y a quelques années sur le huis clos où il y avait très peu d'occurrences, depuis on avait quelques-unes, j'en ai relevé 4 seulement du Conseil d'État, et tout intervenu depuis 2 ans, entre 2016 et 2018. Le Conseil d'État n'a prononcé le huis clos que dans 4 affaires, à ma connaissance, ce qui est très rare, et il ne l'a fait parce que le justiciable l'avait demandé. Le justiciable l'a demandé pour protéger son intimité. Donc le secret vient ici, non pas au secours du juge, mais au secours du justiciable, qui ne veut pas voir son intimité dévoilée à la barre, puisqu'il y a effectivement un certain nombre d'affaires devant le juge administratif dans lesquelles le justiciable peut justifier une discrétion sur sa vie sentimentale et sexuelle, sur ses relations familiales, voire sur son état de santé. Donc les cas dans lesquels on retrouve le huis clos prononcé, c'est l'hospitalisation d'office, c'est la reconduite à la frontière, c'est le refus ou le retrait d'agrément d'assistante maternelle ou encore d'agrément d'adoption d'enfants. Ce sont les rares cas dans lesquels on retrouve le huis clos. Réforme notable, en revanche, dans le contentieux de l'asile, devant la Cour nationale du droit d'asile depuis 2015, le huis clos est de droit s'il est demandé par le demandeur d'asile. Et ça, c'est vraiment une défense fondamentale du droit du justiciable à ne pas voir sa vie personnelle dévoilée à la barre, puisque souvent, dans ce type de contentieux, le demandeur craint la présence dans la salle d'audience de représentants de son état d'origine, et donc d'être dénoncé ultérieurement. Donc le huis clos a une véritable utilité. À l'issue de l'audience, maintenant, on passe dans l'antichambre du procès administratif, dans le secret du délibéré. Alors l'antichambre, qu'est-ce que c'est? C'est un petit vestibule auquel on accède par une porte secrète et où les choses inavouables ne peuvent être dites ou faites. Ce secret du délibéré, c'est l'un des principes directeurs du procès administratif, il est aussi dans le fameux décalogue, et selon la formule du Conseil d'État, il a pour objet d'assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale des décisions du juge administratif. En quelque sorte, ce secret, il protégerait le juge des critiques potentielles de sa décision, s'il venait à être connu que cette solution a fait l'objet de dissensions au sein de la formation de jugement, ce qui naturellement proscrit, vous le savez, les opinions dissidentes en droit français, pour le moment. Alors, la mention également de ce que la décision a été rendue à l'unanimité est interdite pour les décisions de justice administrative. En quelque sorte, ce secret du délibéré, il a un intérêt, c'est qu'il empêche la personnification de la décision de justice administrative. À l'ère moderne des réseaux sociaux et de la modernisation de la justice administrative, les fondements du secret du délibéré, je crois, perdent un petit peu de leur superbe, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a d'intérêt à avoir un secret du délibéré que si ce délibéré est collégial. Or, la collégialité de la justice administrative a subi une atteinte considérable ces 20 dernières années. Aujourd'hui, il n'y a que entre 20 et 30% des affaires qui font l'objet d'un traitement collégial devant le juge administratif. Tout le reste est jugé par ordonnance ou à juge unique. Donc quel est l'intérêt d'avoir un secret du délibéré lorsque le juge délibère avec lui-même dans son bureau? Je ne vois pas trop l'intérêt. Ensuite, le secret du délibéré a peu d'intérêt sur la personnification de la décision, la protection, ou plutôt empêcher la personnification de la décision de justice, je veux dire, à l'ère de l'open data. On a vu ces dernières années des sites payants ou pas d'ailleurs, qui collectaient des décisions de justice et qui donnaient les noms des magistrats particuliers dans certaines chambres de certains tribunaux, notamment à Cergy-Pontoise et à Montreuil, en matière de droit des étrangers, et qui vous disaient si vous tombez dans telle chambre, vous avez 30% de chances d'annulation, si c'est dans telle autre, c'est seulement 10%. Et en vous donnant le nom du magistrat, qui serait plus ou moins sévère par rapport à un autre. On a encore une personnification de la décision de justice à travers les journalistes qui commentent les arrêts du Conseil d'État. J'ai été à titre personnel assez frappé de voir des journalistes critiquer le célèbre arrêt Dieudonné rendu par le Conseil d'État, lorsque le journaliste est venu nous expliquer qu'il était tout de même surprenant que le président Stirn soit amené à juger du caractère potentiellement attentatoire à la dignité humaine et négationniste des propos de cet humoriste, alors qu'il est lui-même l'arrière-petit-neveu de M. Dreyfus.
Alors comment supposer les orientations d'un juge quand il est l'arrière-petit-neveu d'un personnage célèbre, et en l'occurrence juif, disons le mot. Même chose, une autre affaire célèbre, la fameuse affaire du Burkini. Dans cette affaire du Burkini, l'un des membres, cette fois-ci membre de la formation collégiale, puisque l'information était connue, la formation collégiale en référé au Conseil d'État, M. Thuot, a été critiqué parce qu'il avait eu le malheur, quelques années auparavant, de rédiger un rapport sur la question de l'intégration. À titre personnel, je ne vois toujours pas le rapport entre le port du burkini et l'intégration, mais bon, c'est un autre problème. Je pense qu'il faudrait sans doute que ces journalistes lisent ce rapport. L'information même sur les conditions du délibéré se retrouve parfois dans la presse. Et là, je fais référence à une autre affaire célèbre, celle des crèches de Noël. J'ai lu dans la presse qu'il y avait eu un report de délibéré. S'il y a eu un report de délibéré, apparemment c'était la première fois que ça arrivait depuis 1945. Report de délibéré, ça veut donc bien dire que les juges n'ont pas réussi à se mettre d'accord et ils ont reporté à 15 jours. Alors, exclure la présence des parties au délibéré relève de l'évidence parce que, évidemment, elles ont déjà pu s'exprimer lors de l'audience, mais en revanche, érigé au péristyle de la justice administrative, pour refiler la métaphore architecturale, un principe dont les fondements se sont effrités, constitue à mon sens aujourd'hui un choix architectural qui est bien discutable. En guise de conclusion, et après ces remarques qui sont, à mon sens, plus impertinentes qu'éclairantes, sur le secret du procès administratif, on peut s'interroger avec cette phrase récente d'Henri Leclerc, qui est un avocat, dans les Mélanges Badinter, et qui s'interroge sur les limites de la transparence. Faut-il donc que, pour dire le juste, il faille commencer par se cacher, ou vaut-il mieux que l'action de la justice soit totalement transparente puisqu'elle est agie au nom du peuple et que le citoyen a le droit d'être informé toujours plus vite? Au-delà des textes, nos principes fondamentaux permettent-ils que des limites soient placées au droit de savoir? Je vous en laisse seul juge.